Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité de l'environnement dans notre département. Aujourd'hui, on se pose une question. Faut-il planter différemment dans notre département? On en parle à cause de ces alertes sécheresse qui se multiplient, qui arrivent de plus en plus tôt dans l'année. Notre invitée, Anne-Claudius Petit, bonsoir. Bonsoir Sophie. Vous êtes la présidente de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous allez tout nous dire dans un instant. À mes côtés, comme chaque lundi, c'est Rémi. Bonsoir. Bonsoir. Rémi du média Gomet. On va commencer avec toi. Tu vas nous parler de l'actualité environnementale de la semaine. C'est parti. Une chose t'a interpellé cette semaine, hein? Oui, Sophie, l'Observatoire régional de surveillance de la qualité de l'air Atmosud a présenté début mars un tout nouvel indicateur. Son nom, ICARE, un outil grand public qui doit permettre à tous les citoyens de comprendre la réalité de la pollution. Et dans l'accès aux informations sur la qualité de l'air, l'indice ICARE est une petite révolution locale. En fait, on passe d'une carte de données journalière à une carte horaire, dynamique et bien plus précise dans l'espace. La technologie permet de simuler la qualité de l'air, non plus à l'échelle d'une commune, mais bien à celle d'un quartier, d'une place, d'une rue, voire d'une adresse. Pourquoi parle-t-on d'indicateurs cumulés de la qualité de l'air? Alors ça, c'est la nouveauté. En fait, ICARE prend en compte et cumule plusieurs polluants, les particules fines, l'ozone et puis l'oxyde d'azote, de quoi identifier facilement les lieux qui concentrent toutes ces pollutions. Finalement, ICARE, c'est un peu la nouvelle météo en temps quasi réel de la qualité de l'air. L'idée à terme étant que les habitants adaptent leur comportement, leurs habitudes, leurs activités en fonction des taux de pollution horaires et locaux, en évitant par exemple de se promener en heure de pointe dans les zones les plus polluées. Elles sont d'ailleurs facilement identifiables sur les cartes ICARE disponibles sur le site web Atmosud. Merci beaucoup Rémi. On passe à l'invité de Planète Locale. Anne-Claudius Petit, vous êtes donc la présidente de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes sur ce plateau pour nous présenter Plantons Local. C'est un nouveau guide pour les opérations de végétalisation. À qui s'adresse ce guide et de quoi il parle? Alors c'est un guide qui s'adresse aux professionnels du paysage, aménageurs, communes. Voilà, mais effectivement, c'est pas un guide qui s'adresse aux particuliers. Mais l'idée, c'est d'accompagner les professionnels qui, dans leur métier, ont besoin de choisir des essences, de choisir des graines et de leur donner la connaissance pour qu'ils puissent planter local. Alors dans l'introduction, on le dit, donner envie aux aménageurs privés et publics, finalement, quels avantages concrets pour eux à planter local ? Alors, il y a plein d'avantages. Aujourd'hui, on parle de biodiversité. Alors, souvent on parle, par exemple, des abeilles, des pollinisateurs. Bien, les interactions entre les fleurs, les plantes et les pollinisateurs, par exemple, elles seront de meilleure qualité, elles seront plus grandes et plus riches si la végétation est locale. Alors, quand on parle de local, il faut peut-être préciser un petit peu. On parle de plantes indigènes, c'est-à-dire des plantes qui sont ici, sans intervention de l'homme. Voilà, si on n'avait pas été ici, elles seraient quand même venues, des plantes, des graines qui arrivent avec le vent, qui s'installent ici, qui sont adaptées au milieu. Et c'est là aussi où on voit l'élément sécheresse, ce qui peut être intéressant, parce que ce sont des plantes qui se sont adaptées, parce que la sécheresse, on connaît des périodes de sécheresse voilà, depuis longtemps. Et donc, quand on plante local, on sait que ce sont aussi des variétés qui supporteront mieux le manque d'eau et qui ont moins de besoin d'eau au moment où il y en a le moins en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et évidemment dans les Bouches-du-Rhône en particulier. De toute manière, on voit bien qu'on ne peut pas faire autrement avec les alertes sécheresse, puisque la conséquence, ce sont les restrictions d'eau, que ce soit les particuliers ou les professionnels. On est obligé de planter de plus en plus de plantes qui consomment moins d'eau. Est-ce qu'il y a urgence? Est-ce que vous avez remarqué que les professionnels, justement, avaient un flou à ce niveau-là, ne savaient pas vers quelle plante s'orienter? Bah oui, ils avaient besoin d'être accompagnés? Oui, tout à fait. Bah, ce guide, d'ailleurs, on l'a travaillé avec la Fédération des paysagistes et des entreprises du paysage, parce qu'en réalité, leur formation les amène plutôt vers l'horticulture et pas nécessairement vers ce qu'on appelle vraiment la biodiversité, donc que ce soit les essences ou les plantes et les fleurs.
Donc ils avaient besoin d'avoir cette connaissance. Donc c'est aussi pour ça qu'on a travaillé avec les 2 conservatoires botaniques, celui des milieux alpins et celui de Méditerranée. Parce que le conservateur botanique alpin, il connaît bien le milieu alpin, le méditerranéen, il connaît bien le pourtour méditerranéen. Ce sont encore de milieux différents et donc des connaissances différentes. Ils nous ont apporté ces connaissances pour les adapter aux besoins d'aménageurs. Une commune, quand elle a ses espaces verts, j'ai en tête Nice par exemple l'été dernier, quand on leur a dit il faut arrêter d'arroser alors qu'ils avaient planté de nouveaux jardins, c'est extrêmement frustrant. Ça doit être réfléchi avant, quoi. Et voilà, et en fait ça peut être réfléchi avant. Alors ça n'empêche que la première année, probablement, il faut quand même un minimum d'eau, mais la durée de ce qu'on plante... on pense notamment à toutes ces villes qui ont planté beaucoup de palmiers. Oui, complètement. Ouais. En fait, il y a beaucoup de plantes, on n'y pense pas, mais qui ne sont pas des plantes indigènes, effectivement. Mais justement, il y a une liste dans ce guide un petit peu de faux amis, ces plantes donc, que vous appelez des espèces végétales exotiques envahissantes. Est-ce qu'on peut donner des exemples et puis expliquer aussi pourquoi c'est pas bien de les planter ? Oui, il y a des exemples que maintenant, moi, je connais bien, mais qui sortent, qui sont pas forcément évidentes. Par exemple, les griffes de sorcière. On se dit, c'est une plante grasse, ça semble local, ça fleurit, c'est joli. Mais en réalité, si vous regardez bien, une fois que vous avez des griffes de sorcière, elles s'étendent et elles étouffent le reste de la végétation. Elles ne laisseront pas une petite graine s'installer, une petite plante. Si vous avez planté autre chose, elle va se faire complètement étouffer. Et c'est très difficile à arracher d'ailleurs. Donc voilà, c'est typiquement ce type de plante. On l'a mis en évidence dans un projet européen, le projet Life Habitat Calanque. Les habitants proches des calanques, ils avaient planté comme tout le monde. Voilà, par exemple des agaves, des figuiers de barbarie et des griffes de sorcière. Et le problème, c'est qu'une fois que vous les avez dans le jardin, elles ont tendance à s'étendre ailleurs. Justement, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont envahissantes. Elles sont extrêmement... elles s'étendent, elles sont très fortes pour ça. Quelles sont les villes qui sont de bons élèves et quelles sont celles qui le sont moins dans le département en termes de plantation ? Alors là, très honnêtement, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut retirer les palmiers de hier ? La question. Je pensais à Nice. Ah oui, moi aussi. Mais hier, pourquoi pas ? Parce qu'en fait, le club de football à hier, maintenant le logo, c'est un palmier. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment... Ça s'appelle hier les palmiers. Voilà, c'est rentré vraiment dans l'identité des communes, alors qu'à la base, ce sont des plantes exotiques. Quoi. Oui, mais j'ai envie de dire, à partir du moment où elles ne sont pas envahissantes et où elles ont bien supporté le climat, je ne vois pas tellement trop de problèmes. Par contre, c'est vrai que quand on voit dans des entrées de ville une pelouse parfaitement verte et des primes verts par exemple, vous savez que ça va pas durer très longtemps. Et ça, on s'adresse aussi aux particuliers. Hein. Bien sûr. Une belle pelouse toute verte, on en voit encore. Rémi ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail de sensibilisation à faire, notamment auprès des plus jeunes, parce qu'on se rend compte que sur la biodiversité locale, souvent on connaît les espèces animales, mais on a beaucoup plus de mal avec les espèces végétales. Il y en a beaucoup qui sont référencées dans le guide, et finalement on se rend compte en voyant les illustrations qu'on n'en connaît pas tant que ça. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi ce travail à faire dès le plus jeune âge ? C'est sûr que mieux connaître le milieu où l'on vit, on a envie de dire que c'est une partie de la solution, parce qu'on ne protège vraiment bien que ce qu'on connaît. Je pourrais citer la petite astragale de Marseille, qui est très peu connue, mais qui se trouve à 98% dans les calanques. C'est une toute petite fleur qui a l'air séchée en été. Mais on ne la connaît pas, et quand on va dans les calanques de Marseille, on ne pense pas forcément à ça. Effectivement, il y aura beaucoup à faire encore en matière. Merci beaucoup Anne-Claudius Petit, vous restez avec nous parce que Rémi va nous présenter l'objet de la semaine. Allez Rémi, un peu de... en direct. Waouh. Allez, tiens. Allez, tu me la rends. Hein. Voilà, allez, je présente quand même. Je pense que la marque te dit quelque chose. On a présenté l'année dernière en plateau le ballon de football recyclé, vous vous en souvenez ? Eh bien, en cette année de Coupe du Monde de rugby, l'atelier d'insertion marseillais Vista, situé près du Vieux-Port, vient de sortir un tout nouveau produit, donc un ballon
ovale qui reprend un peu les mêmes codes de fabrication puisqu'il est conçu à partir de matières recyclées à hauteur de 50%. Tiens, je te refais une passe. C'est un peu un en avant. Oh là On a là. vu les Français gagner contre les Anglais, ils n'ont pas la même technique de jeu. Donc on est sur une alternative au ballon composé uniquement de plastique, de caoutchouc, encore majoritaire sur le marché. En revanche, l'atelier marseillais n'est pas encore autonome, étant donné la quasi-absence de filière française dans ce secteur. Et donc, comme pour le ballon de football, la marque locale s'appuie sur des fournisseurs étrangers pour importer ce qu'on appelle l'enveloppe du ballon. Ensuite, l'atelier propose une option France qui va permettre d'assembler, de coudre, puis de gonfler le ballon à Marseille et au passage de créer de l'emploi en insertion. Tu fais une sorte de dribble. Merci beaucoup, tiens, dernière fois. Allez, merci Rémi, merci Anne-Claudius Petit d'être venu sur le plateau de Planète Merci à Locale. vous. On s'amuse bien, vous restez avec nous. À tout de suite.